samedi après-midi qui va débuter dans quelques minutes. Je suis en train là, de faire un petit peu de teasing. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui la délicieuse, la charmante et la très jeune, on peut encore parler de votre âge, à votre jeune âge, 20 ans, Alexiane Delis. Avec nous, on va évoquer l'un des succès de librairie de ces dernières semaines, de ces derniers mois, Les Ailes d'Émeraude, publié chez Nouvelle Plume. Un bandeau rouge de votre éditeur, eh bien, le révèle, le confirme, parle d'ailleurs de révélation, déjà plus de 100 000 lecteurs. Donc ça veut dire qu'il y a forcément beaucoup de fans en France et en Navarre, et j'espère qu'il y en a forcément un bon quota également sur l'Ille-et-Vilaine, et on espère qu'ils sont bien sûr parmi nous. Donc je les invite à nous rejoindre, à s'installer. Je précise que, comme à chaque rencontre littéraire ici au Forum, une vingtaine de minutes d'échange avec les auteurs, avant qu'ils ne soient à votre entière disposition, mesdames et messieurs, pour toute dédicace, bien évidemment, et puis pour continuer à échanger de façon peut-être plus personnelle avec eux. Donc, Les Ailes d'Émeraude dans quelques minutes, avec l'auteur Alexiane Delis. À bientôt 18 ans, Cassiopée est contrainte de quitter l'orphelinat où elle vit depuis l'accident qui a tué sa mère. Seule au monde et lâchée dans la ville, elle a la désagréable et persistante impression d'être suivie. Un soir, elle est violemment agressée par deux inconnus. Très mal en point, elle est sauvée de ce mauvais pas par un mystérieux et séduisant garçon, un ange peut-être, puisqu'il s'appelle Gabriel. Leur rencontre n'est pas un hasard. Grâce à lui, Cassiopée, Cass, comme il est très vite dit d'ailleurs sous votre plume et dans vos lignes, Cassiopée découvre sa véritable nature. Elle appartient, j'ai toujours un petit peu de mal à le dire, aux Myrmes, un peuple ailé doté d'incroyables pouvoirs sensoriels. De là donc une fabuleuse, c'est le cas de dire, au sens étymologique, saga, Myrne contre Narque, où deux visions du monde, deux appréhensions de l'univers, peut-être même deux vocations. Eh bien, on va en discuter quelques minutes avec vous, justement, Alexiane Delis. Vous nous arrivez de Dordogne, où toujours selon votre éditeur, sur la 4e de couverture, il est dit que vous vivez avec votre famille et de nombreux animaux. Il y a quelques minutes, je vous disais, mais c'est Blanche-Neige. Blanche-Neige, je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que les animaux y sont. Les animaux, il parlait effectivement d'une famille qui pourrait presque être confondue avec une arche de Noé. Alors, je le disais en entrée, la révélation, déjà 100 000 lecteurs. Quand on fait une veille sur Internet, ce que j'ai toujours l'habitude de faire lorsque je présente un auteur ici au Forum, je vois bien sûr les nombreux forums où les lecteurs, ce qui est déjà des fans, donc commence à se répandre très positivement. Tout le monde salue l'univers, la luxuriance de votre imaginaire, le rythme échevelé, ça se mange, ça se gloutonne. Voilà en substance ce qu'on lit effectivement sous la plume de vos lecteurs. Alors surtout, il y a une révélation certes, mais vous avez déjà eu un prix de l'imaginaire. On va revenir un petit peu après sur votre édition, la success story que cela représente, avec au départ Françoisir, et aujourd'hui depuis quelques semaines, eh bien, ça y est, une ouverture hors de Françoisir. Alors, le prix de l'imaginaire, il a été effectivement mis en place, commandité par Nouvelle Plume, c'est cela? Alors voilà, en fait, il y a un grand prix de l'imaginaire qui existe déjà, donc c'est un grand prix de science-fiction, mais celui-ci, le prix d'imaginaire que j'ai remporté, celui qui a été mis en place par ma maison d'édition, Nouvelle Plume. Et selon quels critères? Mais en fait, ça regroupe les romans de young adulte, ce qu'on appelle young adulte maintenant, la science-fiction, l'imaginaire, fantastique. Tous ces romans-là, tous ces styles-là sont rassemblés pour ce prix. Tout éditeur confondu, il n'y a pas d'exhaustive. En fait, ce sont des livres qui n'ont pas encore été publiés. D'accord. Qui doivent être inscrits. Ah, qui doivent être inscrits, d'accord. Voilà. Et alors, c'est comme ça que votre histoire a un petit peu aussi commencé, parce qu'on m'a dit, il y a 100 000 lecteurs, rien que, alors entre l'articulation printemps-été 2014, au tout début, c'est chez Françoisir que vous êtes donc approchable en tant qu'auteur, qu'on peut vous découvrir, que vous êtes édité. Donc Françoisir a eu le nez creux, j'ai envie de dire, de miser sur vous au tout début. Écoutez, je pense, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a plutôt bien marché. J'ai reçu un enthousiasme de la part des lecteurs et même des vendeuses qui me disaient souvent on a beaucoup aimé. Bon,
J'ai eu beaucoup de surprises, c'était vraiment très agréable de voir que finalement le livre plaisait et qu'il y avait quelque chose derrière, de l'enthousiasme, ça plaisait quoi. Comme une traînée de poudre. Alors on va voir comment, effectivement, il y a la volonté d'écrire une histoire pour votre jeune sœur qui a 18 ans. Vous me le disiez tout à l'heure, on a une vraie relation fusionnelle. Je pensais à vous écouter d'ailleurs presque comme deux jumelles. Puis très vite vous êtes laissé emporter par le torrent de votre imaginaire, 704 pages, hein, si je les ai bien comptées. Mais cela dit, comment est-ce qu'au début on approche du haut de ses 20 ans, ou de pas très haut justement, eh bien le monde de l'édition, et quand on arrive vers un éditeur et qui après vous ouvre peut-être les portes de Françoisir, qui est donc un club très prescripteur, me disaient d'ailleurs les propriétaires du forum du livre. Bien en fait, au début, donc quand j'ai terminé mon roman, j'avais quand même en tête de me faire éditer, mais je me suis dit que c'était carrément pas possible. Hein. Donc j'y suis allée sans vraiment me faire d'illusions. Et puis c'est en cherchant un petit peu les maisons d'édition sur internet, en feuilletant un petit peu tous les sites, que je suis finalement tombée sur cette maison d'édition et sur ce prix qui m'intéressait beaucoup parce que ça répondait aux critères de mon livre. Donc vous n'étiez pas publié, non. Et hop, bing, ça correspond parfaitement à ce que vous dites sur les tenants et aboutissants du prix. Voilà. Et j'ai inscrit mon livre justement parce qu'il répondait bien aux critères et j'ai donc remporté, le livre a remporté le prix de l'imaginaire de la maison Nouvelle Plume. Et du coup ça les a encouragés à vous publier. Voilà, exactement. D'accord. Mais en même temps ça a été sûr, enfin j'ai envie de dire, il n'est jamais facile certes de concourir peut-être, mais d'être le victorieux, la personne qui va remporter le prix, ça l'est moins. Mais en même temps, ça semble tellement facile tout de même. Vous concourez, vous gagnez le prix, vous êtes donc édité. Eux aussi ont très vite perçu votre talent. Et tout ça en combien de temps entre la première fois où vous mettez à écrire et le moment où vous êtes effectivement choisi par Nouvelle Plume? Alors, entre le moment où je me suis mise à écrire et l'édition, il y a eu à peu près 1 an et demi, 2 ans qui s'est écoulé. D'accord. Donc j'ai mis à peu près 1 an et demi à écrire le livre. Ce qui fait qu'après j'ai cherché pendant un bon moment les maisons d'édition et j'ai essuyé des refus et aussi d'autres des maisons d'édition qui ont accepté mon livre mais qui me demandaient quand même de payer derrière et ce n'était pas possible pour moi. Ah oui, d'accord. Donc du coup, il y a eu un petit laps de temps qui s'est passé et entre le moment où j'ai inscrit mon livre et où on m'a annoncé que j'étais la lauréate, il y a eu bien 3 mois qui s'est écoulés aussi. D'accord. Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que donc, certes, vous faites connaître du prix, encore non édité, vous le gagnez, vous êtes repéré, parallèlement vous faites des démarches que tout jeune auteur, vous envoyez votre manuscrit, c'est ça, par la poste. En même temps, est-ce qu'il y a eu chez vous la tentation, et est-ce que vous y êtes d'ailleurs passé, avec ces sites internet où l'on peut s'auto-publier, notamment ses premières pages, et on voit effectivement déjà si ça appâte, s'il y a un lectorat qui très vite vous suit? Oui, bien sûr. Alors en fait, je ne me suis pas auto-édité, mais j'ai mis mon livre sur un forum, en tout cas. J'ai forcément voulu à un moment donné savoir ce qu'en pensait le plus large public, plutôt que ma famille, parce que c'est vrai que ma famille c'était un petit peu la 8e merveille du monde, mais je ne pouvais pas trop me permettre de donner du crédit à ce qu'ils me disaient, parce que voilà, comme j'étais proche d'eux, c'était mes parents, ma soeur. Donc j'ai voulu un petit peu savoir ce qu'en penseraient d'autres personnes que je ne connaissais pas du tout. C'est pour ça que je l'ai mis sur un forum et je publiais chaque chapitre, par exemple à peu près un chapitre par jour. Ah oui. Voilà. Et quels étaient les retours? Est-ce que vous avez tenu compte de certaines critiques, au sens neutre du terme, bonnes comme moins bonnes, pour corriger certaines choses, ou est-ce que tout de suite vous étiez en plein dans les clous du lectorat visé? Ah non, j'étais pas tout le temps dans ce qu'ils attendaient, mais par contre, il y en a beaucoup qui ont de suite accroché, qui m'ont suivi en fait. J'ai gagné un lectorat qui a suivi mon histoire et j'ai écouté les conseils qu'ils me donnaient, parce que je trouvais ça appréciable. Bon, peut-être pas forcément tous les conseils, mais ceux que je pensais pouvoir m'aider à améliorer l'histoire, j'essaie justement de les améliorer. Donc entre le moment où presque chaque jour il y a un chapitre qui est mis en ligne et le moment où Nouvelle Plume vous édite, il y a donc eu des évolutions constructives. Voilà, il y a eu des évolutions. Mais c'est une question neutre. Voilà, tout à fait. Non, mais en fait, avant que j'inscrive mon livre au prix d'imaginaire, j'avais posté d'abord sur ce forum. Et en effet, ils m'ont beaucoup aidé à améliorer mon livre parce que j'ai reçu pas mal d'avis, autant positifs que négatifs. Il y a eu de tout et parfois qui m'ont beaucoup aidé à justement améliorer mon style, à mûrir un petit peu dans cette écriture. Qu'est-ce qui, par exemple, même si j'ai des questions bien sûr sur la façon dont le rythme y est, dont tout cela est très découpé,
coupées, cadencées. Dans le style, c'était quoi? Phrases plus courtes, on dit que les lecteurs aujourd'hui veulent surtout des phrases sujet verbe complément. Qu'est-ce qu'ils vous recommandaient ou qu'est-ce qu'ils attendaient comme correction au niveau du style? C'était pas spécialement le style d'écriture, mais j'avais beaucoup d'incohérences dans mon livre. Par exemple, le personnage qui avait tel âge à un moment donné, finalement dans l'autre avait un autre âge. Et vous rendiez pas compte? Et je m'en étais pas rendu compte parce que dans le voilà, par exemple, c'est ça, dans le. Ah oui, donc des incohérences comme vous dites. Voilà, des incohérences, puis des passages un peu naïfs peut-être, qui valaient améliorer. Et surtout, vous en avez tenu compte. Voilà. Alors, bien sûr, il y a Cassiopée, une héroïne. Vous dites, elle est forte, c'est un caractère déterminé. Je vous ai écouté dans une interview qu'on peut découvrir sur Internet. C'est moi en mieux, disiez-vous. Et vous évoquez d'ailleurs le terme d'exutoire, ou en tout cas d'une cristallisation. Elle est formidable. En même temps, il y a un passage où elle dit, Cass, en parlant d'elle, je suis naïve, pas toujours très douée pour tout. Donc la version sublimée de vous, ce qui est intéressant, c'est que Cass elle-même ne s'épargne pas. Non, parce qu'elle s'assume telle qu'elle est et elle sait très bien qu'elle a un sale caractère. D'ailleurs, j'ai remarqué que des fois, ça énerve beaucoup de personnes. Mes lecteurs, même ceux qui ont aimé le livre, me disent « Oh là là, mais c'est pas possible, elle m'a énervée celle-là ». Mais par contre, c'est vrai qu'elle assume ce qu'elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va. Mais c'est vrai qu'elle aussi, elle a quelque part un manque de confiance en elle qui reflète ce que je ressentais à ce moment-là aussi, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que vous étiez encore presque au sortir de l'adolescence ou l'entrée en tout cas de la jeune femme en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est que très vite on parle de Cassiopée parce que, évidemment, c'est presque une redondance ce que je veux dire, une héroïne au cœur de ces 704 pages. Vous êtes une auteure, voilà. Vous assumez votre prénom, Alexiane Delis. Et là où je veux en venir, c'est qu'il faut savoir par exemple que l'auteur d'Harry Potter, son éditeur lui avait surtout déconseillé d'approcher son lecteur avec son prénom de femme, car son éditeur lui avait dit « Les garçons n'achèteront jamais une littérature fantastique si elle est écrite par une femme. » Or vous assumez tout. Vous êtes déterminé à être présente sur la couverture comme telle, et en plus c'est une héroïne que vous choisissez. On est contre toutes les règles de marketing, où il faut être un garçon avec une forte personnalité, un mâle, et qui écrit plutôt avec des garçons. Vous savez, moi je lis beaucoup de littérature anglo-saxonne et la plupart des livres que j'ai adorés et qui sont pour moi mes livres préférés sont des livres écrits par des femmes. Donc, et vous le savez. Et je le savais. Et donc ça m'a posé aucun problème d'être publié sous mon prénom et je vois pas pourquoi. J'ai des lecteurs aussi, des lecteurs des garçons qui me lisent. Et je vois pas pourquoi est-ce qu'il y aurait un problème à une femme qui écrit, ce serait pas forcément... Et je voulais vous l'entendre dire, parce qu'il y a quelques années, lorsque Disney allait mal, en réflexion marketing du côté de Los Angeles, tout le monde s'entendait dire dans les bureaux de Disney, plus d'héroïnes, les garçons ne veulent pas des contes de fées avec des héroïnes. Sauf que le succès de La Reine des Glaces a contredit toutes les études marketing. Alors vous venez d'évoquer vos références, justement, Alexiane, ça tombe bien, parce que vous le dites, moi je suis passionné de science-fiction et de dystopie. Alors, je vais vous demander, dans quelques instants, quelles sont vos références littéraires, voire cinématographiques, parce qu'est-ce qu'aujourd'hui, en 2014, on peut écrire sans avoir un imaginaire également nourri par le cinéma? Vous me répondrez. Est-ce que vous savez ce que c'est que la dystopie, monsieur et mesdames? Messieurs et mesdames. Moi, je ne le savais pas. Hein. J'ai regardé sur Google, je suis tombé sur Wikipédia. La dystopie, D-Y-S-T-O-P-I-E, ce sera le mot du jour. Alors vous allez nous l'expliquer, vous allez l'expliquer aux personnes qui sont ici présentes, Alexiane Delis. La dystopie, c'est quoi? Je ne sais pas si je vais l'expliquer aussi bien que Wikipédia. J'ai noté. En tout cas, pour moi, d'après ce que j'ai lu en dystopie, c'est dans le futur déjà, c'est une société futuriste qui a mal tourné et dont le héros ou la héroïne essaie de se rebeller. Généralement, il se rebelle et essaie d'améliorer ce système-là. En fait, c'est une contre-utopie. Et alors, il y a des exemples fameux, Fahrenheit 451, adapté au cinéma d'ailleurs, La planète des singes. Et là, tout de suite, on se dit, ah oui, société anticipée, futuriste, et effectivement, ça s'est cassé la figure dans tous les sens du terme. Sa Majesté des mouches, livre anglo-saxon, adapté également au cinéma. Et alors justement, vous qui disiez, dans une interview, je suis amateur, j'adore la science-fiction et les mondes comme ça, donc les contre-utopies, vous évoquiez les romans qui vous ont plu, disiez-vous, et écrits par des femmes. Qu'est-ce qu'il y a comme référence littéraire, justement, et cinématographique, éventuellement, qui vous inspire ou qui vous nourrissent?
Alors, j'ai beaucoup de références cinématographiques parce que je regarde beaucoup de films. Donc, c'est vrai que mon inspiration a beaucoup été nourrie par cela. C'est vrai que j'ai pas mal de références dans mon livre. D'ailleurs, on me le dit souvent quand je rencontre mes lecteurs qu'ils ont parfois apprécié. Et en fait, je lis beaucoup, donc, comme vous avez dit, de la science-fiction. Donc, des livres qui sont pas forcément sortis en France, en fait. Vous les lisez en anglais? Oui. Hein? Et donc j'apprécie beaucoup justement cette littérature anglo-saxonne qui change beaucoup de la nôtre en fait, un style qui n'est pas vraiment encore installé en France et que j'apprécie beaucoup et que j'ai un petit peu repris dans mon roman. Qu'est-ce que vous leur trouvez à ces romans justement, alors au-delà de la capacité à inventer des mondes? Ils sont plus jeunes et il y a quelque chose de frais, de rafraîchissant dans cette littérature de nouveau. On voyage beaucoup avec les... Moi, j'ai adoré avoir la tête dans les étoiles, j'adorais voyager dans l'espace, mais avec une écriture jeune qui ne fait pas science-fiction, qui ne fait pas Jules Verne, enfin, je ne suis pas contre Jules Verne, mais voilà, qui fait très accessible. Parce qu'on est peut-être près des personnages voilà. Comme chez vous. Déjà, c'est souvent une narration à la première personne, donc déjà, le personnage, on est beaucoup plus proche de lui, on peut se mettre à sa place. Voilà, exactement. Et donc du coup, c'est ça qui est intéressant, je trouve. Et puis même lire en anglais, c'est vrai qu'on se rapproche beaucoup de la plume de l'auteur, des mots de ce qu'il a voulu choisir comme mots. Quand c'est traduit, c'est pas la même chose. Vous trouvez que peut-être dès qu'on est dans cette littérature que vous lisez en anglais, il y a peut-être aussi un pragmatisme, une réalité plus prégnante? Ben, c'est vrai qu'on a tendance presque à y croire, quoi. En tout cas, c'est souhaité. C'est souhaité. Alors, et du coup, pour revenir sur... Et côté cinématographique, est-ce que là, vous avez des grandes références science-fictionnesques ou pas que, d'ailleurs? Oui, moi, je suis une grande fan de Star Wars, par exemple. Ouais. Donc, tout ce qui est vaisseaux spatiaux, je suis complètement fan. J'adore... tout ce qui est... De toute façon, les Marvel, les comics, science-fiction, tout ça, j'adore. Je suis complètement... j'en loupe pas un. Donc, c'est vrai qu'après, je regarde plein de films dans tous les genres. Il n'y a pas de... Et cette saga adaptée au cinéma avec succès, Hunger Games. Voilà, Hunger Games. Avec ces univers, là aussi, on est en pleine dystopie. Il y a des utopies qui tournent très mal. De la rébellion, de la résistance, des dominants, des dominés, des jeux de la mort. Qu'est-ce que vous pensez par exemple de cette saga adaptée donc, avec succès? Et Hunger Games, c'est le livre qui m'a lancé dans la dystopie de toute façon, donc je ne peux en penser que du bien. Donc on est bien dans les coups, voilà. Entre l'explication des mots et l'univers qui vous nourrit. Alors justement, moi j'ai remarqué 704 pages, mais ça cavale, chapitre très court, style pragmatique, pas de fioriture, ce qui n'empêche pas d'avoir un style d'ailleurs, des dialogues nerveux, c'est ce qu'aux États-Unis ils appellent un page turner, c'est-à-dire un de ces romans, mais alors on tourne les pages à toute vitesse, vous étiez très attentif et vous avez été corrigé éventuellement par les premières critiques, très attentif justement à découper les choses assez cut. On est pris de boulimie à vos lire parce qu'il n'y a pas de chapitre qui fait 50 pages, ce qui quelquefois pour le lecteur contemporain est assez rédhibitoire. Mais c'est le conseil qu'on m'a donné justement, qui revenait souvent, il faut que tu coupes tes chapitres, il faut que tu fasses des chapitres courts. Et ça c'est quelque chose que j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que je me suis dit finalement c'est vrai, souvent on lit le soir, en se couchant, on a envie de... Puis quand on a arrêté un chapitre, on a envie d'aller peut-être se coucher. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça intéressant de faire des chapitres plus courts peut-être, pour pouvoir se lire un passage de temps en temps, mais sans couper l'histoire en fait. Voilà, donc c'est effectivement bien dans les recommandations d'aujourd'hui. Et en même temps, il y a la volonté, alors ça peut être une société inventée, ça peut être, vous évoquez la science-fiction, mais il y a différentes familles. Il y a la fantasy, il y a l'heroic fantasy, il y a la science-fiction très technologique, il y a l'anticipation, et en même temps ici il y a la volonté d'ancrer géopolitiquement les choses. Vous évoquez la Seconde Guerre mondiale et le rôle de certains, vous évoquez Sarajevo et le rôle de certains, la troisième partie, l'héroïne rebaptisée Ilona, du nom de votre jeune sœur d'ailleurs, elle est à New York, époque contemporaine. Donc il y avait la volonté d'interpeller le lecteur avec aussi, certes, un monde imaginaire, mais qui ne soit pas tant que ça décroché de l'époque moderne, de l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui. Je vous trompe? Non, mais c'est ça en plus. Franchement, j'ai adoré mettre un peu ma touche perso dans des choses, dans l'histoire, dans le passé, ce qui a pu se passer dans les guerres, donner des explications. C'était vraiment, je trouve ça... Voilà, exactement. Non, mais c'était génial. Moi, je trouvais ça super intéressant de faire ça. Comme si c'était mon histoire finalement avait un rapport avec tout ça.
avec toute l'histoire, ce qu'on nous raconte dans les cours. Oui, mais ça, une jeune femme comme vous, dans un pays où on dit que les Français détestent la géographie et l'histoire, donc pour avoir tout ce terreau géopolitique et historique, c'est seulement vos cours de terminale qui vous ont suffi? Oh ben, moi j'aimais bien l'histoire, en tout cas au lycée et au collège. Donc, et vous la vulgarisez très bien d'ailleurs. Ben, écoutez, ça fait c'est gentil, merci. Est-ce que quelqu'un veut poser une question avant que je ne vous laisse échanger et éventuellement faire dédicacer votre ouvrage? N'hésitez pas par rapport à ce qui vient d'être dit avec notre auteur Alexiane Delis. Est-ce que quelqu'un veut rebondir, poser une question sur l'art de la narration, l'écriture, son univers? Pierre-Emmanuel. Ça prend combien de temps d'écrire un livre? Ah, mais elle nous l'a dit tout à l'heure, Pierre-Emmanuel. Oui, entre les réécritures, mais le premier jet. Le premier jet, j'ai mis 6 mois. J'ai mis 6 mois et après, c'est vrai que j'ai réécrit derrière pendant un an, vraiment une vingtaine de fois à relire mon livre pour changer ne serait-ce qu'une phrase qui me dérangeait. Donc c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Et en tenant compte des premiers retours aussi. Tout à fait. Vous avez eu raison parce que vous avez évoqué 2 ans au total, mais l'écriture elle-même, donc 6 mois. Ce qui me paraît en même temps, vous avez vraiment l'énergie de la jeunesse. Ça vous est peut-être apparu dur, laborieux, long, mais 6 mois, 704 pages, correction comprise, moi je dis bravo même. Alors vous êtes vous, une question que je pose souvent, vous êtes écrivain papier, crayon, stylo, ou vous tapez sur votre ordinateur? Je suis ordinateur parce que je n'arrive pas à écrire, je n'arrive pas avec le papier. C'est vrai que moi j'ai rencontré des auteurs qui me disaient ah non, je peux pas avec l'ordinateur, il faut que j'écrive sur le papier. Ouais. Mais moi c'est le contraire, je n'arrive pas à écrire au stylo. Il me faut mon ordinateur pour pouvoir changer, modifier, revenir sur des phrases. Je suis un peu perdue sinon. Et comment vous procédiez? Est-ce que, là aussi, question que je pose assez souvent, j'ai eu un écrivain ici qui était un grand médecin qui était frappé d'insomnie, lui écrit entre 2h et 5h du matin. Il a écrit pléthore d'ouvrages et ça a toujours été comme ça, un nocturne quoi, un noctambule presque, de la littérature, d'écriture. D'autres sont du matin, d'autres sont de l'après-midi. Il y en a qui font vraiment leurs devoirs avec difficulté, tant qu'ils n'ont pas fait leurs 50 pages, voire plus par jour. Vous, comment vous procédez? Moi, c'est très anarchique en fait. Dès que ça venait, dès que j'avais de l'inspiration, que j'avais une idée, il fallait que je la note. Donc je m'y mettais, c'était à toute heure de la journée, le soir tard ou le matin tôt, dans l'après-midi. Mais quand j'étais seule, il fallait que je sois sur mon canapé. Donc, c'était... et là, l'imagination, voilà. Les idées vous viennent. Voilà, exactement. Et puis je laissais mes personnages se débrouiller, je les suivais. J'avais jamais prévu quelque chose à l'avance. Alors ça tombe bien parce que certains font un vrai plan, d'autres écrivains m'ont dit moi j'ai des fragments, c'était l'expression d'un auteur qui était ici, il avait des fragments dans son histoire et après à lui de trouver une cohérence, vous voyez. Vous me disiez là, vous nous disiez, moi je suis mes personnages, c'est-à-dire qu'au début, quel a été l'embryon de l'histoire? L'embryon de l'histoire ça a été une héroïne avec des pouvoirs. Et donc des pouvoirs, je veux dire, sensoriels, c'est-à-dire une super vue, je trouvais ça intéressant, une super vue, super ouïe. C'est parti de là, j'ai pas eu forcément, j'ai pas eu de plan, j'ai suivi mon personnage parce que j'ai jamais eu de plan en fait. J'ai, disons, une vague idée de ce que j'ai envie de faire. Et puis quand est-ce qu'on sait que ça va se terminer du coup? On le sait pas. Ah voilà. C'est ça le problème. D'où l'envie de faire un 2e tome. Exactement, que je suis en train d'écrire. Ah voilà, parce que quand je lisais les interviews que vous donniez, vous vous posiez encore un petit peu la question, pourquoi pas une suite? Mais en fait, très vite vous dites quand même, oui le diptyque, mais alors pourquoi pas un triptyque? Parce que je sais que j'ai de la matière pour un 2e tome. Mais par contre, je ne sais pas si je vais avoir assez pour faire un 3e. Donc c'est encore en cours je suis encore en train de réfléchir. J'ai pas dit que c'était pas possible, mais j'ai aussi envie de continuer avec mes personnages, donc c'est vrai que ce serait intéressant de faire un 3e tome. Et en même temps, si vous alliez devenir le nouveau Werber, oula. À vous écouter, c'est ce qui... J'y avais même pas pensé en préparant les questions. Lui aussi, ses univers, notamment les fourmis, mais depuis il n'y a pas eu que ça. Grande saga. Je l'ai eu en interview il y a 15 ans, 20 ans de cela. On a vu le succès que ça avait été. Il a comme vous une même fraîcheur dans l'approche des choses, une même générosité avec ses lecteurs, une même gentillesse d'ailleurs au niveau de l'humain qu'il est. Et puis surtout, on sait comment il a percé son marché anglo-saxon.
Verbet? Oui, il me semble. Et vous, Je faisais des retours en arrière pour revenir, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques soucis, surtout. Ce qui est le problème avec l'ordinateur, c'est que si jamais il plante, tout est vous perdu. faisiez des sauvegardes à chaque fois? J'ai des dizaines de clés qui se baladent dans la maison avec mes dernières mises à jour. Oui. C'est bien vu. Et au cas où il y en a une qui soit perdue, on est sûr qu'il y en a encore une autre. Voilà, exactement, c'est ça. Autre réaction, mesdames et messieurs, je vous en prie. Eh bien écoutez, merci beaucoup Alexiane Delis donc pour Les Ailes d'Émeraude, premier tome de ce qui s'annonce déjà donc comme un diptyque, paru chez Nouvelle Plume, donc la révélation de cette dernière semaine, déjà 100 000 lecteurs, invités aujourd'hui donc au Forum du Livre et qui se tient à votre disposition pour continuer à échanger et dédicacer son ouvrage. Merci Alexiane. Merci à vous.